Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Vue de chez vous présentée par la Caisse des Jardins de Charlesbourg. Cette semaine encore, 5 reportages à vous présenter tournés en direct de nos domiciles. Vous allez voir Mégane, Francis, Chloé ainsi que Rosalie. Et débutons avec mon reportage réalisé avec l'auteure Caroline Jacques. Elle vient de Lac-de-L'Âge et présentera son deuxième roman. J'ai le privilège de m'entretenir avec Caroline Jacques qui réside sur notre territoire, que vous connaissez peut-être comme Maman Globetrotteuse pour son émission au Costa Rica qu'on a eue sur les ondes de CCAP.tv, mais aussi pour le blog, pour les histoires que tu écris. Caroline, c'est un plaisir de te recevoir. D'abord, j'aimerais en savoir un peu plus pour les gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que c'est Maman Globetrotteuse? En fait, Maman Globetrotteuse, c'est d'abord et avant tout un blog de voyage que j'ai débuté en 2011 alors qu'avec, dans ce temps-là, j'avais 2 filles et mon mari et nous sommes allés vivre sur l'île de Bali. Donc, j'ai créé un blog qui s'appelle Maman Globetrotteuse et ce blog-là existe encore en 2020 puisque jamais m'a amené à vivre des belles aventures, mais aussi des beaux projets. On m'a proposé plein de choses, des voyages, l'émission de télé comme tu mentionnais, et j'ai été approchée par une grosse maison d'édition qui s'appelle Urtubise, qui est vraiment un fleuron québécois de l'édition, qui m'a proposé d'écrire c'est ce que j'ai fait et ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Bien, d'abord, là, la Maman Globetrotteuse, avant d'être Maman Globetrotteuse, elle était Globetrotteuse à la base, puis c'est ce qu'on découvre dans le premier livre, Tes aventures en Afrique. Exactement, et c'est moi qui l'ai proposé à l'éditeur parce que sur le blog, je suis déjà maman, mais effectivement, dans mon premier livre qui s'appelle Globetrotteuse à l'essaim pour l'Afrique, je raconte finalement mon quotidien de coopérante internationale lorsque j'ai vécu au Niger, dans le pays le plus pauvre du monde. Donc oui, c'est ça, c'est inné en moi. Donc j'ai été globetrotteuse avant et à un moment donné, je suis devenue maman globetrotteuse, simplement. Dans le premier roman qu'on a pu lire sur ton histoire dans l'Afrique, on voyait vraiment là, qu'il y avait des éléments qui prouvaient que tu avais vécu cette expérience-là. Est-ce que c'est la même chose pour celui qui concerne Bali? Oui, c'est vraiment, dans le fond, une aventure, bien sûr, que je me suis appropriée. C'est notre vie. Hein? On est vraiment allé à Bali où on a choisi de s'installer parmi la population, de mettre les filles à l'école là-bas, puis nous, de travailler un peu à distance. Et ça a été très confrontant pour moi de voir que ma quête de sens faisait pas de sens parce que finalement, on est des milliers d'expatriés à Bali qui recherchent des réponses un peu dans cette vie-là un peu plus zen, mais on le fait souvent au détriment de la population, au détriment même de l'environnement. Et tout ça m'a confrontée beaucoup, où j'ai dû remettre en question un peu mes valeurs là-dedans, puis mon vouloir de vivre finalement cette espèce de retraite-là balinaise. C'était très confrontant. C'est un peu là aussi où je vais amener mon lecteur de dire je sais que les gens vont être très intéressés par le livre parce que d'abord la couverture est magnifique avec les rizières balinaises. Mais j'ose espérer que je vais vous amener dans une espèce de réflexion aussi, de dire quel est l'impact des choix qu'on fait et notamment des choix au niveau du voyage. Bien, merci beaucoup, Caroline. J'invite les gens à se rendre sur notre site Internet, notre plateforme CCAPgo pour revisionner Maman Globetrotteuse au Costa Rica, qui a été une expérience vraiment intéressante pour ta famille et toi. Un voyage hors de l'ordinaire, hein, si je me trompe pas. Il y a eu des coulisses de tournage qui étaient intenses un peu. Hein? Ah oui, c'était absolument magnifique. Les images sont tellement belles qu'on a découvert nous-mêmes en revenant parce que l'équipe de tournage avait un drone, donc j'avais pas tout vu. C'est magnifique, mais se retrouver dans la jungle où il faut faire 2 heures de pirogue pour aller dormir dans une hutte, pas d'électricité, c'est quelque chose. Donc, on peut visionner ça. Puis aussi pour le livre, on a tous les détails sur tes réseaux sociaux. C'est aussi possible de faire la commande maintenant, puis même d'avoir une dédicace, je crois. Oui, s'il y a des gens qui veulent m'écrire sur Maman Globetrotteuse, ça va me faire plaisir. Sinon, c'est dans toutes vos librairies dès le 15 juillet. Et il y a aussi le site en ligne
leslibraires.ca pour encourager nos librairies québécoises. Bien, merci beaucoup de nous faire voyager en sécurité au Québec. Sur les ondes de CCAP.tv, mais aussi de MaTV, il est possible de voir Dominique Rainville donner des cours. On vous invite à en apprendre davantage sur cette émission en restant bien branchés pour Vue de chez vous. D'accord. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Écoute Dominique, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, puis je pense que la première fois qu'on a eu l'occasion d'échanger sur les ondes de CCAP du moins, c'est que tu étais passé faire un tour à l'émission Parlons-en, puis on avait parlé avec d'autres collègues de l'importance du sport dans nos vies, de rester actif et de bouger. Oui, ça me ressemble pas mal, ça. Ça te ressemble pas mal, hein? Mais là, depuis le 13 mars, c'est un petit peu plus difficile, hein? Depuis la pandémie, le confinement, les gens se retrouvent à la maison. Bien, je commencerai peut-être, dis-moi de ton côté, là, une fille aussi active que toi, comment t'as vécu, comment s'est passée ta vie depuis le 13 mars, mettons? Ben, écoute, je pense que un peu comme tout le monde, là, il y a eu des hauts et des bas, des ajustements à faire et autres. Fait que je dirais que les premières semaines, j'étais un peu comme, je vais dire tétanisée, là, pas capable de rien faire, pas capable de bouger, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, pour éventuellement juste me dire, OK, bon, ben ça, c'est la réalité, fait que qu'est-ce qu'on fait, puis comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que moi, je peux aider les gens avec mon expertise, justement, à s'en sortir, puis à aller mieux. Fait que là, j'ai embrayé, tu me connais un peu maintenant, mais j'ai embrayé des projets ah oui, vraiment. pour faire changement. Fait que j'ai embrayé un projet en ergonomie au travail, en télétravail, parce que mon dernier patient avant la pandémie, l'arrêt de tout, il y avait des problèmes de coude, puis là, je le voyais, puis il était là, je vais aller travailler sur ma table de cuisine, puis je disais, oh mon Dieu, et tout le monde va avoir mal. Ben oui, vraiment. Là. Fait que là, je suis là, OK, c'est clair que ça va être un problème. Donc, j'ai monté un projet là, d'ergonomie au travail, en télétravail. Fait que je suis partie sur un projet plus de bouger, je veux dire en pleine conscience. Pas juste yoga, mais je marie un peu toutes mes compétences là, pour réussir à bouger et à comprendre un peu ce qui se passe dans notre corps, tout ça. Fait que, en gros, la pandémie, ça a été projet. Ça a été projet, hein? Mais peut-être pour rappeler aux gens aussi que tu es kinésiologue et kinésithérapeute. Tu as une clinique? C'est ça, exact. Dans le fond, oui, c'est ça. J'ai fait mon bac en kinésiologie, puis un DESS, là, une maîtrise en kinésithérapie. Puis, je travaille là-dedans là, depuis 12-13 ans maintenant. Donc oui, je travaille à la maison de ma clinique à moi, puis à une clinique à Limoilou aussi. Mais tu sais, comme tu le dis, quand on utilise nos tablettes et des devices, à un moment donné, c'est de prendre conscience pendant qu'on le fait de la position qu'on est en train d'avoir. À la limite, il faut que tu peut-être lèves ton sel pour t'assurer que ta posture est un petit peu plus droite. En tout cas, des petits trucs comme ça, j'imagine, mais exact. Le temps peut passer vite sur ces petites machines-là, puis on peut l'oublier. Ben pas la majorité du temps, on l'oublie en fait. Ben c'est ça. Mais là, tu as fait des beaux projets pendant cette période-là. Et de ça, on va en avoir des preuves parce que tu arrives avec une nouvelle émission sur CCAP.tv et MaTV. Oui, exact. Qui va être disponible. Ça s'appelle « Mieux comprendre pour mieux bouger ». C'est quoi? Oui, c'est une série de 6 épisodes de 15 minutes chacune où je vais donner des exercices directement reliés à une partie du corps, si on veut. Fait qu'il y a toujours un petit côté d'introduction d'anatomie où j'explique le pourquoi de cette région-là. Fait que si on parle, par exemple, des épaules et du cou, je vais expliquer un peu pourquoi ils sont reliés, qu'est-ce qui peut causer des tensions, etc. Puis après ça, on fait une série d'exercices qui est pas juste du yoga, il y a du yoga, un peu de pilates. En fait, je marie un peu toutes mes passions puis mes spécialités pour faire une prise de conscience, en fait, aux gens. Fait que, normalement, votre épaule, elle devrait bouger de même, etc. Est-ce que c'est le cas? Oui, non. La droite et la gauche, est-tu pareil? Puis, si elle n'est pas pareil, voici ce que vous pouvez faire. Donc, on s'amuse comme ça. Donc, il y en a 5 où c'est vraiment plus général. Puis la 6e, pas plus général, excuse-moi, plus précis, où là, c'est vraiment des parties du corps. Puis la 6e, là, c'est comme une routine plus générale où on va comme aller chercher un petit peu tous les éléments là, qu'on aura vus dans les 5 premiers épisodes. Les gens, maintenant, ont du temps. Le beau temps est de retour. On va peut-être essayer, en tant que particulier, de se découvrir des nouvelles passions, des nouveaux loisirs. Mais dans les différents sports qu'on va pratiquer, évidemment, avec le temps, on va développer certains muscles. Mais quand on s'y adonne pour une première fois, quand on commence quelque chose, il y a quand même des mises en garde à avoir, parce qu'il y a peut-être des muscles qu'on travaille moins qui, là, vont être sollicités et qui pourraient, après ça, avoir des conséquences. Oui, je te dirais que c'est à peu près la même affaire pour
toutes les activités ou presque, là, dans le sens que souvent on va commencer puis on va se dire je vais prendre la course parce que je veux pas en ce moment on a le droit de courir puis c'est ultra populaire puis c'est génial. Mais souvent ce qui arrive c'est que dans les premières semaines ça va quand même bien puis on se dit oui ok parfait je suis capable donc on va commencer. L'erreur fréquente c'est qu'on commence trop vite. Enfin, on en fait trop. On va trop vite, on en fait beaucoup trop de kilométrage, etc. Fait que comme ça, notre corps, il n'a pas le temps de s'adapter. Puis, c'est des petites douleurs qui apparaissent, on se dit « ça va passer ». Mais en général, ça ne passe pas si on continue à faire ce qui a créé les douleurs. Donc c'est ça. L'idée, c'est de commencer progressivement, même si c'est pas évident. Là. Moi, je sais qu'à chaque fois que je recommence au début de saison, la course marche, je me dis « ah, mon Dieu, ça ne me tente pas ». Sauf que de l'autre côté, mon objectif, c'est de courir longtemps. Fait que t'es mieux de commencer lentement puis de bâtir cette adaptation-là de ton corps. Il y a les muscles, les articulations, les tendons, etc. Ça, c'est toutes des choses qui se bâtissent comme en endurance. Donc, ça vaut la peine de prendre son temps puis de bâtir ça pour pouvoir pratiquer notre activité longtemps. C'est ça. On se pousse pas pour rien, dans le fond. Nos limites sont les nôtres. Puis, tant qu'on les respecte, ça va bien aller. C'est ça, exact. Cool. Écoute, merci d'avoir pris du temps avec moi ce matin. Vraiment, c'était cool. J'espère que les gens vont avoir apprécié aussi. Est-ce que les mesures sanitaires imposées par le gouvernement et le télétravail ont eu des impacts à la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval? Bien sûr, et Rosalie nous permet de découvrir le tout maintenant. Madame Beaulieu, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Super. Vous travaillez à la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre rôle exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie quotidienne? Oui, en fait, mon titre, c'est je suis directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines. Toutefois aussi, ça ne fait pas partie du titre, mais ça fait partie de la fonction. Je supervise le département des communications aussi. Donc, j'ai 3 chapeaux là, à la ville. Et au niveau des mesures d'urgence, là, parce que, bon, l'émission est sur la pandémie, je suis responsable là, de la mission communication et ressources humaines. Est-ce que, justement, parlons-en de la pandémie, est-ce que ça a été quelque chose, il a fallu se revirer sur un dixaine, comme on dit, là, pour tout le monde? Comment la ville a procédé? Est-ce qu'il a fallu élaborer un plan d'action? Comment ça s'est passé? Oui, bien, c'est sûr que pour nous, au niveau des services essentiels, tout ce qui concerne travaux publics, sécurité publique, c'était maintenu. Donc, on a continué de la façon comment on procédait. Toutefois, bien, c'est sur toutes les mesures de sécurité pour protéger les employés aussi. Il y a beaucoup de directives, en fait, là, qui ont été mises en place. Pour les employés administratifs, bien, automatiquement, on a envoyé des employés en télétravail. Ça a été une petite période d'adaptation parce que c'est sûr qu'on n'avait pas nécessairement tous les équipements. C'est pas tous les employés qui ont un portable pour pouvoir travailler de la maison. Donc, oui, on a dû faire des acquisitions rapides. Certains employés aussi ont dû amener leur équipement qu'il y avait au bureau à la maison pour se faire aussi un petit lieu de travail sécuritaire pour eux aussi. Toutefois, on peut dire que ça a pris un petit 2 semaines là, avant que tout le monde soit bien à l'aise, confortable, mais je dirais que ça fonctionne vraiment très bien. Là. Les employés apprécient aussi cette flexibilité-là aussi, là, parce que, bon, pour eux, ça les sécurise, mais aussi sont capables de bien travailler, puis même sont plus efficaces. Donc, ça a été positif là-dessus. Ils ont bien apprécié. Évidemment, la pandémie, c'est quelque chose qui a affecté beaucoup l'économie, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. À Sainte-Brigitte, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous avez pu faire pour aider, par exemple, les commerçants à se tenir debout? Oui, bien, c'est commerçants citoyens aussi, là, on a mis des mesures d'allègement au niveau des taxes municipales. Il y avait un versement qui était prévu là, le 2 mai. Ce qu'on a fait, le Conseil a pris la décision d'arrêter, en fait, tout cumul d'intérêts ou de pénalités jusqu'au 31 mai. Donc, ça va donner un petit coup de main aussi aux gens là, pour attendre un petit peu plus tard pour faire leur paiement. Et aussi, on a mis fin là, à la perte de privilège de payer en plusieurs versements. Donc, ça aussi, si le citoyen avait, ou même le commerçant avait un retard dans son paiement, il n'était pas pénalisé pour avoir payé en retard. Et ça, c'est vraiment propre à Sainte-Brigitte. C'était votre décision à la mairie? Oui, c'était notre décision. C'est sûr que plusieurs municipalités ont pris d'autres décisions. Toutefois, celle-là a été très bien reçue aussi des citoyens. On a eu des gens même qui ont téléphoné pour prendre des ententes de paiement. Sincèrement, on n'a pas eu de problème du tout. Là. La demande n'était pas là. Les gens ont fait leur paiement au 31 mai ou même il y en a certains qui ont respecté le versement du 2 mai. Ça s'est très bien déroulé. Là.
Et là, vous avez aidé de cette façon-là, mais si jamais il y avait un citoyen ou un commerce qui voulait aider pendant cette pandémie-là à la ville de Sainte-Brigitte, est-ce qu'il y a moyen de le faire? Oui, bien c'est sûr, en début de pandémie, on a eu beaucoup d'appels justement de citoyens là, qui souhaitaient s'impliquer bénévolement. Au début de la pandémie, on s'est beaucoup alliés avec nos organismes communautaires qui ont été vraiment généreux de leur temps, de leur disponibilité. On pense au Club Lyon qui ont offert un service de livraison gratuit pour les gens 70 ans et plus, les gens qui devaient être confinés. Ça a été très apprécié, beaucoup utilisé ce service. On a aussi créé un programme d'aide alimentaire pour les citoyens. Ce programme-là a été chapeauté par notre organisme Les Matinées Mère-Enfant et la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ça aussi, là, ça a été beaucoup apprécié. Donc, les gens pouvaient s'impliquer, mais on les référait beaucoup vers les organismes. Toutefois, s'il y a encore des gens, là, pour le moment, je vous dirais, la situation, la reprise des activités se fait de façon graduelle. Donc, on revient un petit peu plus à la normale. Par contre, c'est sûr, des gens qui veulent s'impliquer auprès des organismes, ils peuvent communiquer à la ville, au service des loisirs. Et nous, on les réfère ensuite là, vers les organismes là, qui sont sur le terrain là, à offrir leurs services. De quelle façon on communique avec la ville? Oui, soit par téléphone 418-825-2515, le poste 254, ou aussi par courriel à loisirs@sbtl.net. On sait que le déconfinement également est commencé, bien entamé quand même. De quelle façon vous aborderiez le sujet si jamais quelqu'un nous écoute en ce moment puis était stressé par rapport à ça? Est-ce qu'il y aurait une façon peut-être de rassurer les gens que la ville de Sainte-Brigitte, c'est sécuritaire présentement malgré la pandémie? Oui, bien justement, comme j'ai dit un petit peu au début, on se fie beaucoup aux directives de la santé publique. Donc, on applique à la lettre les mesures qui sont données. Donc, c'est sûr, désinfection des mains, on a vraiment mis tout ce qu'il fallait là, pour, lors de la réouverture. Bon, je vous donne un exemple là, des terrains de tennis. On a fait des feuilles de règlement. On passe maintenant par un service de réservation en ligne. Donc, les gens ne peuvent plus se présenter directement, doivent réserver le terrain avant. Il y a aussi, pour désinfecter aussi là, ce qui va être touché. Notre équipe aussi s'assure de faire une désinfection fréquente. Donc, les gens peuvent, si on ouvre, c'est parce que c'est sécuritaire, puis les citoyens peuvent y aller là, en toute sécurité. Donc, les gens peuvent communiquer avec vous, j'imagine, non seulement pour aider, mais s'ils ont des questions également. Oui, puis notre site Internet aussi, là, une belle source d'informations. On met beaucoup d'informations sur différentes plateformes. Donc, les gens, sur notre page d'accueil, il y a une page dédiée aux questions-réponses en lien avec la COVID. Donc, c'est la première chose qu'on voit quand on va sur le site Internet. Donc, les gens peuvent se référer là, en tout temps, 24 heures sur 24. Un grand merci, Mme Beaulieu. Ça fait plaisir. Connaissez-vous Momo et compagnie? Pour ma part, j'ai découvert cette entreprise du territoire grâce à Mégane. Voyez maintenant sa rencontre sur Vue de chez vous. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Maude Richard, une jeune artiste de Lac-Beauport qui opère depuis quelque temps l'entreprise Momo ici. Elle vous offre la chance d'agrémenter les murs de votre demeure avec de magnifiques affiches rafraîchissantes et surtout colorées. Bonjour Maude! Bonjour! Momo ici, c'est un projet d'art qui s'est rapidement transformé en compagnie dû à l'engouement de tes proches. Dis-moi un peu comment ce projet-là a commencé pour toi. En fait, il y a 2 ans, il y a 2 étés, en fait, j'ai travaillé dans une galerie d'art pendant tout l'été. Puis je te dirais que c'est vraiment là que j'ai comme réappris à aimer peinturer puis voir, c'est ça, des œuvres d'art. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas me remettre à peindre parce que c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, mais tu sais, en vieillissant, souvent, on égare un peu les passions qu'on a quand on est jeune. Fait que là, je me suis mis à repeindre vraiment pour le plaisir. Puis finalement, mon entourage, tout le monde voulait comme des petites illustrations que je faisais. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas les vendre sur Instagram. Donc, tout a commencé sur Instagram. Fait que là, finalement, je postais des affiches que je faisais. Puis les gens m'écrivaient par message privé « Ah, j'aimerais savoir telle affiche, telle affiche. » Puis je leur vendais comme ça. Fait que vraiment, ça a commencé plus sur un coup de tête qu'autre chose. Puis c'était plus pour les gens que je connais. Puis maintenant, c'est ça, j'ai une boutique en ligne. Puis je vends aussi à plusieurs autres boutiques. Fait que ça a vraiment pris de l'ampleur, ce petit projet-là, ouais.
En plus de la belle variété d'affiches que tu offres déjà sur ton site Internet, tu offres aussi la chance aux gens de créer leur propre affiche. Parle-moi un peu de ce service. Fait que dans le fond, les gens ils peuvent m'envoyer des images de leur voyage, de leur chien. Fait que ça permet vraiment de personnaliser ce que les gens accrochent sur leur mur. Puis ça fait super des beaux cadeaux. Fait que ça permet aussi d'élargir un peu mon offre, tout dépendamment de ce que les gens désirent. Ouais. Momo ici a déjà plusieurs points de vente dans la région de Québec, si on pense évidemment à ton site internet momoici.com ou encore le Café Noisette à Lac-Beauport ou Pétale Boutique à l'île d'Orléans. En tant que jeune artiste qui continue d'évoluer de jour en jour, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'autant d'entreprises veulent vendre tes œuvres d'art? Bien, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Je vends aussi, mais maintenant, c'est pas sur mon site, mais à la boutique Joséphine à Sherbrooke. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est toutes des entreprises qui me ressemblent un peu, tu sais, j'aime ça encourager aussi les petites boutiques, tu sais, des petites PME, tu sais, qui aiment encourager les artistes locaux puis des produits québécois. Fait que c'est sûr que c'est vraiment touchant de voir que ça se rend là. Puis ça permet aussi de toucher plus de personnes parce que c'est pas tout le monde qui est encore à l'aise avec les boutiques en ligne. Fait que c'est sûr que c'est vraiment super. Puis c'est le meilleur des deux mondes, en fait, d'avoir ma boutique en ligne puis de pouvoir aussi vendre dans ce genre de boutiques-là qui sont vraiment à mon image en même temps. Maude, Momo ici a commencé il y a à peine 2 ans et on doit dire que ton projet, ton entreprise évolue vraiment rapidement. Parle-moi un peu de tes projets d'avenir. C'est sûr que j'ai des projets. Bien, c'est sûr que là, je continue toujours à faire des illustrations. J'ai mes collections de cartes aussi de souhaits qui fonctionnent super bien. Puis c'est sûr que j'aimerais ça avoir davantage de choix à ce niveau-là. Sinon, c'est sûr que je regarde pour avoir plus de produits, pas nécessairement de la papeterie, mais peut-être d'autres choses à suivre. Je suis en train de travailler sur quelques petites affaires, sur du tissu, pas nécessairement des vêtements, mais des accessoires. Fait que ça va être à suivre, mais c'est sûr que je travaille là-dessus, puis c'est motivant de voir que ça grossit, puis trouver d'autres idées. Maude, tu as vraiment une belle entreprise, des beaux produits, des couleurs absolument rayonnantes. Félicitations encore une fois pour ta belle compagnie locale. Et je dois dire que j'ai déjà hâte de voir la suite des choses pour Momo ici. Mais d'ici là, on invite les gens à te suivre sur tes différentes plateformes web, que ce soit Facebook, Instagram ou encore ton site internet momoici.com. Et le plus important dans tout ça, c'est de se procurer une belle affiche Momo ici à leur image pour agrémenter leur décor intérieur. Merci beaucoup encore une fois pour ton temps et on se voit bientôt. Bye bye. Merci à toi, t'es full fine. Ça a été un sujet chaud de l'actualité au cours des dernières années. Chloé nous parle de la traverse de Laval et des bonnes nouvelles annoncées au cours des derniers jours. Bonjour, monsieur le maire Beaulieu, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ben oui, ça peut pas faire autrement avec la bonne nouvelle qu'on a reçue hier, la réfection enfin de la traverse de Laval. Vous devez être content? Oui. Très belle nouvelle. Écoutez, ça faisait quand même plusieurs années qu'on travaillait sur le dossier. Même dans mon premier mandat, dans les années 2009 à 2013, j'avais déjà travaillé pour aller chercher des fameuses subventions tant espérées pour réaliser des projets de cette envergure-là. Un projet d'un peu plus de 4 millions. Tu ne peux pas réaliser ça sans aide gouvernementale. Et heureusement, là, le gouvernement Legault et surtout l'aide du député Sylvain Lévesque a été capitale dans l'octroi de cette subvention-là. Et maintenant, avec une subvention de près de 2,9 millions de dollars, c'est pratiquement 75 % du projet qui est subventionné par le gouvernement. C'est nettement une bonne nouvelle et c'est ce qui nous a donné l'aval pour faire tout le projet. Puis justement, en quoi il va consister le projet là, plus spécifiquement? Bien, écoutez, on réaménage du chemin Lac-Tourbillon jusqu'à la jonction, on peut dire la frontière entre Lac-Beauport et Sainte-Brigitte de Laval. Donc, tout ce tronçon-là, 2,2 km, sera entièrement refait. Sur ce tronçon-là, notamment, il y a au moins 13 ponceaux également qui seront refaits. Et également tout un aménagement sécuritaire, notamment en termes de pistes cyclables sur largeur pour les piétons. Et également, même à l'entrée de ville, à la jonction Sainte-Brigitte-Lac-Beauport, il y aura même un terre-plein qui va permettre d'indiquer la vitesse à Lac-Beauport, parce que le tronçon Sainte-Brigitte est plus rapide que le tronçon Lac-Beauport. Donc, on aura là une entrée de ville qui va très bien signifier aux gens de ralentir à Lac-Beauport. J'ai vu aussi une piste cyclable.
Oui, la piste cyclable, elle sera aménagée sur le premier tronçon. Elle sera, entre guillemets, une véritable piste cyclable. Et après le chemin de Lac-Tourbillon, ce sera un tronçon, une surlargeur sécuritaire pour les piétons et le cyclable. Donc, la seule différence, là, c'est la largeur de l'empattement. C'est d'1 mètre au lieu d'1,5 mètre. Mais ça sera un peu à la manière qu'on l'a fait sur le chemin des Lacs. Donc, une surlargeur adéquate pour la sécurité. Est-ce que le fait qu'on ne fasse pas la portion de Sainte-Brigitte-de-Laval, ça pose problème ou c'était un tronçon qui était encore assez bon aujourd'hui? Écoutez, le tronçon de Sainte-Brigitte avait été refait il y a quelques années, donc lui n'a jamais été interpellé. Okay. On se souviendra, là, dans le palmarès des Péroutes du Québec, c'était toujours le tronçon de Lac-Beauport qui était nommé. C'est chose du passé, on en est bien fiers. Là, et puis je peux vous dire que hier, l'annonce a été très bien accueillie de tous. Enfin, on aura une traverse de Laval 2.0, comme je le disais hier, parce qu'elle sera bien aménagée et sécuritaire. Ce qu'on n'a pas parlé également, c'est qu'il y aura à certains endroits des intersections surélevées, encore là pour la sécurité, et somme toute, là, s'assurer que cette route-là va rester belle nombre d'années. Tout à coup, on nous annonce que cet été, ça se fait, mais vous, probablement que ça fait longtemps que vous travaillez à ce que ça se réalise pour cet été. Là. Oui, mais je vous avoue que c'était une bonne nouvelle quand on a su, la subvention, mais aussi une subvention 2020. Ça, c'est intéressant également. On savait qu'on pourrait déjà faire les travaux cet été avec ce genre de subvention-là, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas dans des subventions plus normées habituelles. Donc, très content de le faire, mais il faut dire aussi que oui, Lac-Beauport était prêt. On avait été en plans et devis déjà l'an dernier. On avait été en appel d'offres cet été. On avait mis toutes les solutions gagnantes pour réussir cette façon de faire-là avec une subvention qui arrive, puis on est prêt. Et là, on commence quand, le chantier? Le 10 août. Et ça va durer 14 semaines. Donc, évidemment, là, toutes les mesures nécessaires seront prises pour que ça embête pas trop les citoyens durant la construction, la rénovation. Mais on parle de 14 semaines de travaux, ce qui, somme toute, là, devrait nous amener au mois d'octobre là, avec une route pratiquement inaugurée. D'accord. Puis, est-ce que ça va être complètement fermé lorsque vous allez faire les... Non, tout on va y aller de manière... je dirais, d'une façon de construction selon les normes pour permettre toujours une circulation. Donc, il n'y aura pas d'arrêt de circulation sur la traverse de Laval, là, très important. OK. Puis c'est une grosse année aussi. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était au sujet de la piscine municipale qui malheureusement a été fermée du côté du saisonnier. Est-ce que c'est toujours un dossier que vous priorisez en ce moment, la piscine? Bien, écoutez, la piscine, on avait annoncé dès le budget l'année dernière, la piscine cette année, avec un budget qui a été, somme toute, très difficile. On avait dit que la priorité cette année ne serait pas à la piscine. On s'enligne pour redémarrer tout ce dossier-là, ce chantier-là, si je peux dire, dès 2021. Donc, on a bon espoir là, qu'au niveau financier, la ville va être stabilisée. On devrait avoir un compte de taxes beaucoup plus intéressant cette année, en 2021 et surtout dégager des sommes nécessaires pour continuer d'analyser tout le dossier piscine publique qui est si important pour Lac-Beauport également. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup pour l'entrevue et félicitations aussi pour enfin la traverse de Laval qui va se faire dans quelques jours à peine. Ça a été un plaisir et bon été à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre visionnement cette semaine. N'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook ou directement sur le www.ccap.tv. Ça nous donne un grand coup de main lorsque vous partagez celle-ci aux gens de votre entourage et n'hésitez pas à nous partager vos suggestions de reportages au info@ccap.tv. On se dit à très bientôt pour une autre émission de Vite chez vous.